Au Nord Kivu, le projet des polices rwandaises et congolaises visant à établir une unité opérationnelle conjointe à Goma avec d'autres institutions policières régionales continue à susciter des réactions. La dernière en date est celle du député national Mwindo Kasekwa, qui est d'ailleurs avec nous dans ce débat. L'élu de Goma a dit avoir adressé hier mercredi une lettre au ministre congolais de l'Intérieur pour éclairer l'opinion sur cette question. Bernardin Nyangi nous en dit plus. Un article que nous avons lu ce jeudi sur le site officiel de la police nationale du Rwanda indique que cette disposition est incluse dans un protocole d'accord signé lundi 13 décembre à Kigali au Rwanda entre l'inspecteur général de la police rwandaise Dan Munyuza et son homologue congolais le général Dieudonné Amouli Baigwa. Ce protocole mis en exergue par cet article officialise la décision prise lors d'une récente assemblée générale des institutions policières de la région des Grands Lacs à Kinshasa. Le député Mwindo Kasekwa estime que ce projet nécessite plus d'éclaircissement. Ma question au ministre de l'Intérieur consiste à savoir qu'est-ce qui explique la coïncidence de cet accord de déploiement de la police rwandaise à Goma au même moment où l'armée ougandaise a commencé la traque contre les FAB ni conjointement avec les FARDC. Deuxièmement, en quoi la présence d'une police étrangère est préférable à la dotation de notre propre police? Pour le moment, nous n'avons pas réussi, malgré nos efforts, à obtenir la réaction du porte-parole de l'inspection générale de la PNC. Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu se garde, lui, de tout commentaire sur la question. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi. Merci Bernardin Nyangi. Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, vous êtes député national, élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECD, parti membre de la coalition Lamuka. Comme je l'ai dit dans mon introduction, la police rwandaise et la police nationale congolaise ont signé lundi un mémorandum de coopération bilatérale dans le cadre de la sécurisation des frontières entre les deux pays. Plusieurs personnes se posent la question de savoir en quoi va consister cette coopération. Vous-même, vous vous êtes posé la même question. Qu'est-ce qui vous dérange dans cet accord signé entre le Rwanda et la RDC? Merci de la question. Ce qui me dérange d'abord, c'est le choix du moment. Premier élément du moment, c'est alors que les FARDC et l'armée ougandaise ont décidé de mutualiser leurs forces et ont lancé des opérations conjointes, c'est à ce moment-là que l'accord entre la police congolaise et la police rwandaise intervient. Est-ce que nous ne risquons pas d'assister à un accord qui permet à des éléments armés camouflés à tenue de police déployés sur notre territoire et que cela aboutisse à des affrontements entre armées ougandaises et armées rwandaises déguisées à police comme cela a été vécu à Kisangani, alors qu'en 2019, lorsque l'opération Umoja Wetu a été lancée entre FARDC et armée rwandaise, cela n'a pas conduit à l'armée ougandaise à se déployer sous un format de police. Deuxième raison d'inquiétude, cela intervient alors que la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri sont en état de siège. Cela veut dire autrement que la ville de Goma est déclarée une zone opérationnelle sous le contrôle du commandant de la 34e région militaire. C'est le siège du gouverneur militaire, avec un maire de ville militaire, avec deux bourgmestres de communes militaires. Et c'est là qu'elles ont choisi de venir installer une unité opérationnelle conjointe entre les différentes polices, dont celle du Rwanda, comme qui dirait que les 4 autorités de l'état de siège présentes dans la ville de Goma ne parviennent pas à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Je trouve qu'il y a anguille sous roche, mais je me pose la question également de savoir en quoi la présence de la police rwandaise sur notre territoire est-elle préférable à une option qui consisterait à doter la police nationale congolaise, basée dans les différents territoires et villes de la RDC, de moyens humains et matériels adéquats. Vous savez que notre police n'a jamais été dotée depuis 5 ans. Au lieu de doter notre police de moyens, nous préférons sous-traiter la sécurité, mais bien plus, nous avons une école de police
à Mugunga, dans un quartier périphérique de Goma. Les infrastructures ont été bien construites par des partenaires. Des formateurs compétents sont disponibles au pays. Le personnel est là. Mais pourquoi ne pas recruter en masse, lancer un appel de recrutement aux jeunes diplômés congolais pour qu'ils se fassent former et au bout de 6 mois, la police renouvelle son personnel afin. Je suis inquiet du fait que, en date du 18 octobre de cette année, l'armée rwandaise venait de faire une incursion dans 6 villages du groupement Burumba, à territoire de Nyiragongo frontalier avec la ville de Goma. Jean-Baptiste Okasekwa, ce qui vous gêne, vous, c'est parce que il y a la présence de l'armée ougandaise sur le territoire congolais, mais si cette dernière n'était pas sur le territoire, vous auriez pris du bon côté ce protocole d'accord entre les deux pays, la RDC et le Rwanda? Non, madame, nous ne pouvons pas sous-traiter notre sécurité. Vous savez, selon l'article 182 de la Constitution, la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. Est-ce que la police congolaise, avec tous les vaillants officiers que nous connaissons, avec tous ces éléments dévoués, s'est déclaré incapable d'assurer le maintien de l'ordre? Non, il y a anguille sous roche. Tout ce que nous avons réclamé, c'est que l'on puisse doter la police. Est-ce que vous savez, madame, que par exemple pour la seule ville de Goma, les commissariats de la police de la commune de Goma et de la commune de Karisimbi ne disposent même pas d'une seule jeep pour les aider dans les interventions? Nous avons été réclamés que l'on dote la police des moyens adéquats pouvant leur permettre d'identifier les réseaux des kidnappeurs et de ceux qui alimentent les enlèvements. Le gouvernement n'a rien donné. Et est-ce que c'était dans le but de préparer les esprits à accepter cette pseudo-mutualisation, parce que depuis un temps, en dépit de l'état de siège, la criminalité monte dans la ville de Goma et dans les territoires. Donc les raisons ne sont pas fondées, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui, surtout que dans le passé, il y a également plusieurs accords qui ont été conclus avec les Rwandais et qui n'ont jamais été présentés devant l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, le 26 mai, le gouvernement a signé 3 accords lors du séjour de M. Kagame et Félix Agoma. Tous ces accords restent secrets, raison pour laquelle nous avons adressé notre question d'actualité au ministre de l'Intérieur pour que ce protocole d'accord autour de la coopération policière entre RDC et le Rwanda soit porté au public et que nous puissions en discuter les tenants et les aboutissants pour que cela ne nous conduise pas à quelque chose d'inattendu. Alors Jean-Baptiste Kasekwa, selon le site de la police rwandaise, ce protocole officialise la décision prise lors d'une récente assemblée générale des institutions policières de la région de Grand Lac à Kinshasa. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement le Rwanda et la RDC qui ont pris cette décision, c'est plutôt les institutions policières de la région des Grands Lacs. Non. D'ailleurs, la commission de défense et sécurité, à l'issue de l'évaluation de l'état des sièges, a fait adopter à la plénière de l'Assemblée la résolution numéro 13 qui demande au gouvernement d'observer une très grande prudence dans la signature des contrats d'apparence d'intérêt commun avec nos ennemis d'hier et être sur nos gardes afin de préserver la souveraineté et les intérêts de la RDC. Donc, que l'on dise qu'il y a eu attente entre les différentes polices de la sous-région, eh bien, cela ne dédouane pas le gouvernement de l'obligation de venir justifier les contours ou les enjeux autour de cet accord, surtout que, comme nous l'avons dit, nous sommes dans un contexte où les FARDC ont signé la mutualisation avec l'Ouganda. Des rumeurs ont couru qu'effectivement certains pays voisins allaient aussi réclamer leur droit d'intervention dans le territoire de l'Est de la RDC, et cela nous expose à un risque d'affrontement de l'expérience de Kisangani à 2002 que nous ne voulons plus revivre, mais également nous ne pouvons pas nous imaginer que ce soit la police du Rwanda
ou de n'importe quel pays, qui ne sont pas réputés pour leur respect en matière de droits de l'homme. Comment ce sont ces polices qui vont se retrouver sur notre propre sol alors que nos hommes et femmes œuvrant à la police congolaise n'ont pas déclaré faillite par rapport à leur capacité d'assurer le maintien de l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. On imagine que ça sera de part et d'autre que les deux polices vont se retrouver. Pour le commissaire général, l'objectif c'est d'unir les efforts contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Cette mutualisation des forces n'est-elle pas une bonne approche pour lutter contre la criminalité transfrontalière et transnationale? À mon avis, les pays voisins devraient poser des actes de bonne foi. Il y a beaucoup de criminels recherchés par la RDC, décriés par la société civile ainsi que par les élus des provinces de l'Est de la RDC et qui demeurent paisiblement dans ces pays voisins. Nous aurions voulu voir, par exemple, le Rwanda poser des actes de bonne foi et nous remettre certaines personnes recherchées. Il y a beaucoup d'auteurs d'actes répréhensibles à Goma qui se réfugient facilement de l'autre côté de la frontière et qui n'ont jamais été livrés. C'est par là que l'on devait commencer. Mais aller signer un accord dans un contexte suspect, surtout que, comme je vous l'ai dit, le gouvernement n'a pas encore clarifié l'incursion de l'armée rwandaise du 18 octobre dernier à territoire de Nyiragongo. Il nous a été dit que la commission conjointe de vérification devait achever son travail. Rien n'a été fait. Et dans le passé, nous avons été Congolais, les compatriotes Abbas Mouhima, qui avaient été enlevés par les forces rwandaises. Ça fait 3 ans non retrouvés. Donc, nous avons des litiges qui ne nous permettent pas d'accepter que le gouvernement aille signer des contrats à catimini, ça que nous puissions exiger de ce gouvernement des explications claires parce qu'il va de la souveraineté du Congo, il va de la sécurité des personnes et de leurs biens sur notre territoire. Professeur Shobert Hagenonga, professeur à l'université de Kisangani, vous êtes spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Professeur, quelle lecture vous faites de la signature de ce pacte de coopération entre la police nationale congolaise et la police nationale rwandaise? Professeur Shobert Hagenonga? Je crois qu'on a perdu le prof Hagenonga. La réalisation va essayer de le rappeler. Professeur Dadi Saleh, docteur et spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Votre lecture sur la signature de ce pacte de coopération entre la police nationale congolaise et la police nationale rwandaise? Je pense d'entrée de jeu que peut-être qu'il n'y a pas eu une réflexion à court, moyen et long terme par rapport à cette décision, à cet accord. Peut-être une réflexion à court terme où on aurait certains effets peut-être immédiats. Mais je ne pense pas personnellement que ce soit la bonne solution. Pourquoi? Parce que si nous prenons comme l'honorable Kaseko l'a si bien dit, l'article 182 de la Constitution, là où on parle de la mission effectivement de la PNC, mais je vais un peu plus loin. Si vous allez dans l'exposé des motifs de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise du 11 août, je pense, 11 août, il y a un point très important. À part le fait que la police protège des personnes et leurs biens, la préservation de droits de l'individu, mais on insiste, c'est le socle de la démocratie dans un pays. Je précise, c'est le socle de la démocratie dans un pays et c'est un gage pour le développement de la nation. Ça, c'est l'exposé des motifs. Et on va à l'article 187, effectivement, de la Constitution, où on précise que la PNC et l'armée, naturellement, sont des institutions plutôt, c'est pour la nation. Ce n'est pas pour un individu, c'est pas pour le président de la République, ni pour le Premier ministre. Donc ça doit jouer un rôle pour la nation. Articles 187 et 188. Ce qui fait que, depuis les indépendances en 1960, j'ai l'impression que beaucoup d'autorités de l'Afrique en général, et particulièrement de la République démocratique du Congo, utilisent la police et l'armée comme leur propre bien.
c'est bien du gouvernement. Ça, c'est une inquiétude, parce qu'effectivement, nous avons des signatures, et où vous avez un député, pas les seuls, qui n'est absolument pas informé du contenu ou bien de quoi que ce soit. Et c'est presque tous les députés en général. J'ai pas vu même que peut-être le président de l'Assemblée lui-même n'est pas informé. Ce qui fait que quand vous lisez un peu ce qu'a publié les Rwandais, qui parlent de frères, je me pose des questions. Quand est-ce qu'on est vraiment devenus des frères? Nous sommes des voisins et il y a un conflit. Le conflit est ouvert. On ne doit pas faire la politique de l'Autriche. Toutes choses restant égales par ailleurs. Si la situation était normale, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu des incursions, une collaboration, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Mais c'est en considérant tout le mal qui ont été commis en République démocratique du Congo, d'une façon directe ou indirecte, par le gouvernement du Rwanda, de l'Ouganda, etc., que ces genres d'accords deviennent inacceptables. Inacceptable pourquoi? Parce que déjà la réforme de la police, la loi organique, on avait constaté qu'il y avait des problèmes dans notre police. Et la question, les autorités sont là. Donc le président de la République lui-même et les chefs du gouvernement sont là pour respecter la loi organique. Ça signifie avoir une police forte qui arriverait à sécuriser effectivement le bien de la population et sauvegarder effectivement ces socles de la démocratie. Donc, si quelqu'un pense que la police n'y arrive pas et qu'on a besoin de la police rwandaise, je pense que cette personne-là devait peut-être démissionner et laisser aux gens compétents de constituer une police forte, capable effectivement de protéger tous les Congolais et capable de protéger non seulement les personnes et leurs biens. Parce que là, ce sont des aveux effectivement d'échecs. Mais j'ai compris, en Afrique, effectivement, comme on a beaucoup d'autorités morales, on blague un peu avec des questions trop fortes. Ça, c'est une question sensible, importante. Je causais un peu indirectement avec beaucoup de policiers et des gens de la sécurité. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à le dire au président de la République, au ministre de la Défense et aux autres ministres, mais qui sont désolés. Certains, je précise. C'est un peu comme si on ne le considère pas, qu'on a un problème de politique de sécurité. Et les moyens, vous les savez où ça va, il y a des corruptions 100 jours, etc. Et je suis désolé, si on parle encore de voyage, c'est là où vont les moyens. Alors, professeur Dadi Saleh, on parle de plus en plus de la criminalité transfrontalière. Est-ce que cette mutualisation des forces avec la police rwandaise, pas seulement la police rwandaise, la police de la sous-région des Grands Lacs, n'est pas une bonne initiative pour mettre fin à cette criminalité? Je pense effectivement on peut se poser la question autrement. Parce que la réponse facile devait être oui. Ça peut mettre fin à cette criminalité. Mais si on se pose une question de fond, pas de forme, qui exactement est responsable de cette criminalité, madame? Et le peuple est en train de nous suivre. Parce que si parmi les responsables, et je pèse bien les mots, si parmi les responsables, vous avez le même personne avec qui vous voulez mutualiser, parce que je vous ai dit, c'est directement ou bien indirectement. Directement, la responsabilité du Rwanda est là. Nous avons des forces négatives en République démocratique du Congo, tout le monde le sait, et beaucoup de groupes armés. C'est officiel, c'est là. Indirectement, nous avons eu des incursions, ça va, à la dernière nouvelle, il y a quelques mois. Indirectement, ou bien là c'était directement aussi, nous avons eu des rébellions soutenues par certains de nos pays voisins. Indirectement, il y a eu la guerre de Kisangani et tout ce que nous savons. Madame, qu'est-ce que nous voulons comprendre? Est-ce que vous pensez que c'est lui qui serait source de criminalité peut maintenant venir éliminer cette criminalité? Je pense, excusez-moi les gros mots, c'est un peu une naïveté diplomatique. Certes, comme je l'ai dit, à court terme, ça peut ramener un peu des résultats et les âmes non averties peuvent être contentes, comme un peu c'est le cas avec l'Ouganda. Mais quand on voit la politique générale, où la diplomatie c'est une question d'intérêt et pas de frères, je ne pense pas que d'un coup, les Rwanda et l'Ouganda ont un intérêt pour que la guerre puisse finir en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ça ne les bénéficie presque en rien. Ils bénéficient encore de ces transactions frauduleuses de minerais, de bois, et effectivement avec ces velléités expansionnistes, comme un des intervenants un peu avant l'a bien dit. Donc tout cela, ce sont des questions qui sont en actualité. Et les ignorer, franchement, serait juste un peu une petite naïveté politique et je suis vraiment désolé. Pour moi, la criminalité est là et les gens qu'on est en train d'amener, je ne pense pas que ce soit des gens
bien placé pour nous aider à résoudre ces questions de criminalité. Professeur Chobert Agenonga, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, bien sûr, je suis là. Vous êtes professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, des géopolitiques et de sociologie militaire. Beaucoup de réactions après le pacte de coopération signé à Kigali entre la police nationale rwandaise et la police nationale congolaise. Beaucoup de gens se posent des questions. C'est le cas, par exemple, du député Mwindo Kasekwa, qui veut savoir ce qui explique la coïncidence de cet accord de déploiement de la police rwandaise à Goma au même moment où l'armée ougandaise a commencé la traque contre les ADF à Beni. En quoi la présence d'une police étrangère est-elle préférable à la dotation de notre police? Qu'est-ce que vous pensez, vous, professeur, de la signature de cet accord entre les deux institutions policières? Bien, à mon humble avis, je relève une aberration à plusieurs niveaux. Au niveau même de la motivation de la signature de cet accord, dans la mesure où nous sommes sans ignorer que tout le rapport des experts pointe le Rwanda d'être à la base de l'insécurité, de l'instabilité de l'Est de la République démocratique du Congo, et on ne comprend pas comment est-ce que la RDC peut pactiser avec le même pays qui est à la base de l'instabilité de la RDC pour prétendre évidemment mettre fin à l'instabilité de la République de la République démocratique du Congo. Et l'autre problème, c'est le chèque flagrant de diagnostic. Donc, il y a eu une mauvaise lecture avant, évidemment, d'envisager une quelconque coopération avec la police rwandaise. Est-ce que la police nationale congolaise a-t-elle démissionné de sa responsabilité? Est-elle incapable d'assumer sa mission pour qu'on recoure à la police de l'Ouganda, dès lors que nous savons pertinemment bien que le problème auquel la police nationale congolaise est confrontée est davantage lié à la déficience de moyens, à la démotivation et sans ignorer la rupture de confiance de la population vis-à-vis de cette police, mais aussi le déficit du professionnalisme. Et par ailleurs, ça c'est la deuxième considération maintenant, je voudrais largement revenir sur la question liée à l'opportunité et à la nécessité de cette coopération. Était-il nécessaire de signer un accord de coopération entre le Rwanda et la RDC dès lors que nous savons les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri sont placées sous état de siège. Donc du coup, je me pose la question de savoir, premièrement, quelle est la nature du texte qui a été signé, qui du reste n'a jamais été rendu officiel. Ensuite, quels sont les objectifs que la RDC attend réellement poursuivre à travers cet accord? Selon Dieudonné Amoli, commissaire général de la police nationale congolaise, cet accord va renforcer les efforts des deux pays dans la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée, transnationale et transfrontalière. Renforcer, mais on perd son latin. On renforce la PNC en termes de quoi? En termes de moyens logistiques, matériels, en termes de renseignements, en termes d'effectifs, en termes de ressources humaines. Allez-y comprendre qu'il y a du flou à travers cet extrait que vous venez de relever. Est-ce que les policiers rwandais vont entrer sur le sol congolais pour mener des opérations conjointes avec la police nationale congolaise? Voyez-vous, il y a autant de questions auxquelles jusque-là, l'extrait que vous avez tiré n'apporte pas de réponse, mais aussi le niveau d'appropriation. Je souligne, c'est très important, parce que l'efficacité, la réussite des opérations militaires ou policières dépend aussi du niveau de l'appropriation de la population qui est censée être l'ultime bénéficiaire de ces opérations. Est-ce que dans les cas sous examen, la population que l'on prétend protéger est-elle acquise pour ces opérations? Ça, c'est une question importante parce que nous savons à l'Est que tout le monde est sans ignorer que une partie du malheur de la population de Nord Kivu et de l'Ituri provient du Rwanda. Donc, de ce point de vue, il ne faut pas se voiler la face. Et je vais terminer par là. Qui est-ce qui va financer
la coopération entre les deux polices nationales? Est-ce le Rwanda qui va financer? Est-ce la RDC qui va financer? Et à hauteur de combien, voyez-vous? Et surtout l'opportunité, nous savons pertinemment bien que maintenant nous sommes en plein état de siège. L'état de siège a été décrété pratiquement pour les objectifs sur lesquels cet accord revient. Est-ce que si nous prenons le dernier accord qui vient d'être signé, nous y ajoutons l'accord précédent avec l'armée ougandaise, est-ce que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'état de siège, ou dans le fait déjà on a mis un terme à l'état de siège? Voyez-vous, donc il y a des brouillards à ce niveau-là. On va prendre ces auditeurs qui sont nombreux à nous appeler sur notre standard, ces auditeurs qui veulent aussi donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani. Ougane Mongwadjou et Gabriel depuis Kisangani, province de la Tchopo. Il y a à boire et à manger dans la signature de ces pactes de coopération entre la RDC et le Rwanda. Une question que je me demande, quand les Ougandais n'étaient pas sur le sol congolais, cette idée de patrouille mixte entre la police rwandaise et celle de la RDC n'existait pas. Mais pourquoi seulement concrétiser une telle idée pendant que les relations entre l'Ouganda et le Rwanda ne sont pas en bon terme? Mais aussi, est-ce que le Parlement a-t-il autorisé cette intervention et mieux examiner le contenu de cet accord? Et si, dans la mesure du possible, ces deux forces créent des troubles sur le sol congolais, comme c'était le cas à Kisangani, qu'adviendra-t-il? L'histoire ne ment pas. À un certain niveau, nous devons apprendre à être grands et à faire confiance de nous-mêmes. Ces interventions sont bifaces. Brève réaction, Jean-Baptiste Kasekwa. Cet auditeur vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure. Il se pose presque les mêmes questions que vous. Oui, Gabriel a parfaitement raison de se poser l'agenda caché. Vous savez qu'une certaine opinion faisait déjà attendre que le Rwanda voulait solliciter du gouvernement congolais un droit d'ingérence pour, dit-il, surveiller l'action des troupes ougandaises sur notre sol. Est-ce que c'est de manière voilée, sous la tenue de la police, que le gouvernement congolais autorise ce déploiement? Donc Gabriel a parfaitement raison. Il a posé la question, est-ce que l'Assemblée nationale, le Parlement, est informé? J'ai déposé une question d'actualité adressée au vice-premier ministre pour cette fin. Je l'ai dit encore dans la plénière de ce jour, pour demander que le bureau fasse diligence, parce que le peuple congolais a le droit de savoir à quoi consistent ces accords qui sont signés, pour que nous ne puissions pas nous retrouver demain dans une situation où l'on provoque des situations d'insécurité pour justifier des déploiements incontrôlés au nom de la lutte contre la criminalité transfrontalière, et finalement nous risquons d'assister à nouveau à des affrontements dans une des villes ou dans un des territoires de l'Est de la RDC, ça peut être Butembo, Goma, Bukavu, entre des armées étrangères. Donc l'opinion congolaise a le droit de se poser toutes ces questions et le gouvernement a l'obligation effectivement d'y apporter des réponses. Professeur Dadi Salé, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, en Nord Kivu. Victor Ngovi depuis Goma, étudié à l'université de Goma. Le pacte que signe la RDC avec le Rwanda était couteau à double tranchant. En effet, si la RDC à travers sa police, PNC, PRT a un problème d'effectif par exemple, pourquoi ne pas recruter les jeunes diplômés et passer à leur formation à l'école de formation de police basée à Mugunga? Il se pose un problème de criminalité ici à Goma. La plupart, ce sont des gens qui passent dans des frontières passoires du côté congolais. Pourquoi ne pas ouvrir une faculté de criminologie dans l'une des universités de l'État ici à Goma? Par exemple, le cas à l'Unigom. Je pense que la RDC devrait penser à la réforme et de sa police PNC et de son armée FARDC pour pouvoir sortir de cet imbroglio, car on ne sait plus comprendre de côté les forces armées aidées et de l'autre, la police aussi aidée. Autant dire que nous n'avons plus ni de police capable de sécuriser la population et ses biens, moins encore
une armée à même de protéger ses frontières et nous sécuriser. Également, on devrait trouver des solutions idoines que des solutions qui viennent compliquer davantage la situation. Certaines autorités sont devenues des chefs coutumiers et au niveau de la police et au niveau de l'armée. Il serait impérieux de passer, par exemple, à la mutation des troupes et de leurs chefs, surtout que la plupart sont issus du brassage ou mixage M23, CNDP, RCD, etc. Nous sommes en chute libre. Professeur Dadi Saleh. Oui, bien sûr, l'ami de Goma a raison, en grande partie, effectivement. Et si on fait ensemble une analyse, j'ai essayé de questionner plus ou moins 100 personnes, comme je n'ai pas encore eu de temps. Je ne sais pas qui sont vraiment d'accord avec cette stratégie. Peu de personnes probablement, et on comprend qu'il y a certaines personnes qui sont d'accord parce que, excusez-moi les mots, parce qu'ils ont la tendance un peu du gouvernement. Or, on devait comprendre que les députés, ce sont des députés, par exemple, élus pour la population, qui doivent plus respecter le peuple d'abord, qui entre guillemets les autorités morales. On devait comprendre, comme je l'ai dit, voir articles 187 et 188, que l'armée n'est pas pour un individu, n'est pas pour un gouvernement. C'est l'armée du peuple. C'est ça sa mission, de la nation. Ce qui fait que quand nous avons des accords entre guillemets trop secrets et qu'on ne comprend rien par rapport aux circonstances que nous sommes en train de traverser, nous nous posons des questions. On se dit, est-ce qu'il y a complicité au sommet de l'État? Y aurait-il une complicité parce qu'on ne piche plus rien? Il faut être un peu de Goma ou bien juste un Congolais un peu normal. C'est un peu aberrant, comme le professeur là aussi dit, il a commencé par là. C'est vraiment aberrant de s'imaginer qu'on puisse signer quelque chose comme ça. Mais bien sûr, certaines personnes vont trouver des justifications. Mais en comprenant l'esprit du peuple d'abord, je pense que le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, devaient considérer l'opinion de la population plutôt que leur propre opinion. Peut-être que cette opinion vient de multiples voyages qu'ils ont pu effectuer. Et pourtant, ce moyen, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce moyen pouvait effectivement doter la police, comme tout le monde l'a dit, des moyens recrutés, des chips, etc. C'est ça la malheureuse réalité. On sent qu'il y a une main derrière certaines décisions et que nous n'y voyons pas en général. J'ai dit, chacun a le droit d'avoir son opinion. On n'y voit pas vraiment la grande population qui semble suivre. Donc on demande au chef de l'État de suivre le peuple d'abord et de régner cet accord et de doter le moyen à la police nationale congolaise, qui risque de perdre confiance, parce que c'est le cas. Je ne sais pas s'il a fait une étude sociologique ou bien psychologique du policier, mais le policier, à ma connaissance, n'est pas à l'aise. Beaucoup de policiers ne sont pas à l'aise avec cette décision. Alors, il risque d'y avoir rupture et un jour, ça risque de parler et éclater. Or, on n'a pas besoin d'y arriver là. Gouverner, c'est prévoir, mais franchement, certaines décisions ces 2-3 mois de notre gouvernement et du président de la République me font peur, me font mal, et ça ne respecte pas notre philosophie. C'est-à-dire qu'on doit être capable de se prendre en charge la réflexion de la gestion à court, moyen et long terme. On ne peut jamais, je dis bien jamais, compter sur une autre armée ou bien une autre police pour résoudre nos propres problèmes, comme ça semble être le cas dans cet accord, même si c'est caché entre les lignes. Donc, nous devons être les solutions à nous-mêmes. Professeur Sobert, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de la Chouapa. C'est Gilbert Lokwa-Luando. Je vous appelle depuis Bokungu, dans la province de la Chouapa. L'histoire de notre pays nous renseigne que c'est ce genre des accords entre les individus qui ont occasionné l'entrée de sujets étrangers sur le sol congolais, y compris dans l'armée et dans la police. Qui se cache derrière ces accords? Comment un accord qui est au bénéfice du peuple congolais peut être allé signer secrètement au Rwanda? Nous comprenons maintenant la déclaration du porte-parole du gouvernement congolais qui a dit, je le cite, s'il faut conclure les accords avec les diables pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, ils le feront. Donc, les diables qu'il a fait allusion à l'époque, c'est le Rwanda, à mon avis. Le rétablissement de la paix dans l'est du pays est conditionné par la volonté politique du gouvernement congolais à ramener cette paix. Professeur Sobert Agenonga. Évidemment, vous comprenez que tous les auditeurs sont préoccupés par le caractère secret de l'accord qui a été signé, dont les clauses ne sont pas clairement connues.
Et un tel accord ressemble au résultant de ce que nous appelons la diplomatie secrète. Or, le droit international frappe de nullité une diplomatie secrète. Et en outre, je voudrais rappeler quand même quelque chose de très important. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gouvernement congolais se décharge au lieu que lui-même aille négocier et signer des accords. Il s'en remet plutôt à l'armée et à la police. Or, quand nous lisons les dispositions des articles 182 et 183, ainsi de suite, eh bien, nulle part la police n'est autorisée d'aller négocier et signer des accords internationaux. Je voudrais aller plus loin à l'article 113 de la Constitution. Alors, il est clairement écrit ceci, un instant, voilà. Il est écrit ceci, article 213, le premier alinéa, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le deuxième alinéa, le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en conseil de ministres. Donc, je ne comprends absolument rien. Pourquoi une telle démarche devrait-elle être confiée à la police? Pourquoi une telle démarche devrait-elle être confiée à l'armée? Et du coup, je me pose la question de savoir quelle est la valeur juridique d'un accord signé entre la police nationale congolaise et une entité extérieure, laquelle police n'en a pourtant pas mandat au sens de la Constitution de la République démocratique du Congo. Merci, professeur. Nous sommes à la fin de notre émission. Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, député national élu de Goma, au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECD, parti membre de la coalition Lamuka. Pour vous, la RDC n'a pas besoin de la police rwandaise pour lutter contre les formes de criminalité. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, selon vous, devrait venir s'expliquer devant vous pour éclairer l'opinion sur cette question. Ministre de l'Intérieur. Vous sortez entrecoupé, Jean-Baptiste Kasekwa. Oui, j'ai dit que notre police est capable. Il est question que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur vienne s'expliquer du bien fondé de cet accord-là qui ressemble à une trahison que nous ne pouvons pas cautionner. Après l'accord d'octobre 2019 à Kigali autour du rapatriement des ex-M23, les accords du 26 mai d'octroi de l'exploitation du minerai au Rwanda et aujourd'hui un troisième accord qui cache des velléités d'entrée des troupes sur notre territoire, nous exigeons à tout prix que le ministre de l'Intérieur vienne s'expliquer. En attendant, l'opinion doit se mobiliser pour mettre ce plan en échec parce qu'il va de la sécurité de nos populations. Merci Jean-Baptiste Kasekwa. Professeur Dadi Saleh, votre conclusion en 30 secondes. Oui, je pense que je demanderai au président de la République et au premier ministre de la RDC de se ressaisir et de tout faire pour que cette philosophie de l'UDPS, qui est le peuple d'abord, puisse s'appliquer. Parce que vous avez bien compris que déjà l'échantillon que nous avons, on ne sait pas combien de personnes peuvent être d'accord avec cette décision. Donc je pense qu'il est encore temps qu'ils puissent faire respecter la volonté du peuple et non la volonté d'un individu ou bien des accords secrets qu'on ne connaît pas. Le peuple ne veut pas de cet accord d'une façon générale, selon nos enquêtes, et que le président a encore le temps d'annuler ces genres d'accords comme l'honorable vient de le dire, qu'ils puissent convoquer tous celui qui peuvent convoquer, mais est-ce qu'en fin de compte on aura des députés capables de fonctionner pour le peuple et non pour les autorités morales où ils sont obligés d'accepter même des choses qu'ils ne connaissent pas. Merci. Là c'est l'autre question, ce qui fait qu'on ne compte pas trop sur des gens qui ne semblent pas rouler pour la population. Merci professeur Dadi Saleh. Professeur Schobert. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs.
Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays. Le président vient de confirmer que Banyamulenge bandeko na biso. Alors là, tolobi non. Tolobi non, Banyamulenge bazaba congolais. Toboya yango. Alors, ngana benga ka ba communauté ya Banyamulenge. Na yebisi bango boy. Na lobi bino bozali koloba que baza kolakisa bino mosapi boza ba étranger. Bozwaka exemple ya bakasayen. Ngai na bakiseli bino pe exemple ya bandeko na biso Équateur. Ezala bakasayen, ezala bandeko na biso Équateur, ba régime o eleka na mboka na biso enyokola bango. Mais jamais boyoka que n'Équateur to na Kasai bato bamemi mandoki babundisa ekolo. Donc bokeba na likambo oyo nazali koyoka colonel ya mapinga bazali kolongwa na armée nationale bakende exil po baya ko attaquer Congo. Soki bosali ndenge wana botiki bandeko na bino basala ndenge wana, alors wana bokopesa raison na batoyo bazalakisaka bino misapi ke bozali ba congolais te. Soki penza boza ba congolais ya solo bolinga mboka, parce que na moninga moko na ba hôpitaux militaires tango na kendeki na Beni il y a quelques mois na moni ba blessé oyo baza ba Banyamulenge, ba blessé ya FARDC ba bundela ki ekolo azwi masasi pona ekolo. Alors soki lelo bokomi koya po bo balukela sikoyo ekolo wana tokoyokana na bino te. Bovanda kimia, armée, police, justice ezali wana pona moto nyonso na Congo. Soki bolingi bo misala ya bino justice, bolingi bo misala ya bino armée, tokoyokana soki mokete. Nde message nga napesaki bango, naza certain que bayoki message wana, yango na lingi na loba na bino, to linga baninga na biso lokola tomi lingaka biso moko. Makila matangi mingi na Congo, ngonga ekoki to tika makambo wana, to tia Congo na biso na nzela oyo ya économie, na nzela oyo ya développement. Place ezali na Congo pona. Istanbul est en effervescence. Une quarantaine de hauts responsables africains, parmi lesquels 13 chefs d'État, arrivent dans la capitale économique turque pour la tenue du grand sommet, le troisième de partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Très attendu sur le sol turc, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Istanbul dans la soirée en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi.
Sous une pluie fine, le président de la République est salué par un comité d'accueil restreint d'officiels turcs et congolais. À Istanbul, les hôtes de marque du président turc Recep Tayyip Erdogan viennent débattre du renforcement de la coopération Turquie-Afrique sur les fronts économiques, sécuritaires et culturels mis en place ces dernières années par Ankara. La Turquie, sous la houlette du président Erdogan, compte accentuer sa percée fulgurante sur le continent. Par 2 fois, la cérémonie d'ouverture de ces sommets a été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19. Lancer une nouvelle étape dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains, c'est le message officiel du ministre turc des Affaires étrangères lors de l'annonce de ces sommets. Durant 2 jours, les 17 et 18 décembre, la santé, l'agriculture et l'éducation seront au cœur des échanges. Les participants au sommet feront le point sur les derniers plans conjoints Turquie-Afrique de 2015 à 2019 pour valider un nouveau programme quinquennal.